Bonsoir Stanislas Rigaud. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre chaîne. Vous êtes président de Génération Z. On vous voit partout depuis des semaines, voire des mois. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer pour la première fois à une date très symbolique puisque c'était le 14 juillet. Fête de la Fédération, comme dirait Éric Zemmour, je dirais tout simplement fête nationale, donc une date en tout cas symbolique. Et aujourd'hui on se retrouve dans un lieu symbolique aussi, puisque c'est celui qui a accueilli Éric Zemmour pour la dédicace de son Destin français, qui a cartonné, puisque je crois qu'il a fait 500 000 exemplaires, 500 000 ventes pour l'instant, à date. Et donc on se retrouve dans ce lieu, la Nouvelle Librairie, où François Bousquet, un grand patriote, nous accueille très gentiment. Donc merci mille fois d'avoir accepté notre invitation, et je suis ravi de vous revoir. Est-ce que vous pourriez, pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, les abonnés de la chaîne, vous présenter et nous expliquer quelles sont vos activités chez Génération Z? Très bien, en tout cas, merci aussi à la Nouvelle Librairie de nous accueillir ici, c'est très aimable de leur part. Alors en quelques mots pour me présenter, moi je m'appelle Stanislas Rigaud, j'ai 22 ans, j'ai fait du droit à La Roche-sur-Yon et ça fait maintenant plusieurs mois que je suis à la tête du collectif Génération Z, donc Génération Zemmour, qui est un collectif qui appelle à sa candidature, qui appelle à la candidature d'Éric Zemmour. Et donc je suis content aujourd'hui d'avoir plus de 2000 militants au sein de ce mouvement. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui progresse de mois en mois, de semaine en semaine. Et on est en train de voir le fruit de notre travail peu à peu se mettre en place. Et puis voilà, et puis me concernant, je suis né à Angers, dans les Pays de la Loire. Et puis voilà, j'habite à Paris depuis 2 ans maintenant. Est-ce que ces 2000 militants dont vous parlez, c'est un chiffre déjà impressionnant alors qu'il n'y a pas de candidature officielle qui a encore été annoncée, sont uniquement des gens de votre âge? Une tranche de quoi? 20, 25 ans, 30 ans? Non, un peu plus. Je dirais que la tranche c'est de 16 à 33, 34. La moyenne d'âge doit se situer autour de 24, 25 ans. Et ensuite, on a quand même une certaine disparité au niveau des âges. Mais ce qui fait, à mon avis, toute la force du mouvement et son équilibre. Et puis surtout les personnes plus âgées en plus qui font partie, entre guillemets, plus âgées, hein, attention. La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, comme dirait Samuel Ullmann. Mais c'est vrai que les personnes un peu plus âgées qui s'engagent sont des gens très, 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 très motivés, qui sont prêts à aller sur le terrain, à aller coller des affiches tôt le matin ou tard le soir. Donc en fait, pour nous, voilà, c'est vraiment une grande force d'avoir plusieurs classes d'âge. Et aussi, surtout, et c'est le plus important, je pense, plusieurs origines au niveau des origines sociologiques des personnes qui sont extrêmement variées, extrêmement hétérogènes. Socioculturels. Exactement, très très différentes des unes des autres. Donc c'est vraiment important et c'est une force à mon avis pour notre mouvement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous avez comme action, hormis passer sur tous les plateaux de télé de France? Ça, on le sait. Mais des actions concrètes, qu'est-ce que vous menez comme action? Très concrètement, nous, il y a trois grands axes sur lesquels on travaille. Il y a le premier, c'est le militantisme pur, donc c'est-à-dire collage d'affiches, tractage, organisation d'événements militants. Donc ça peut, je prends un exemple très concret, très récent, mais à Lyon, plus de 90 militants se sont retrouvés pour une rentrée en Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon. Donc c'était un bel événement, encore une fois, pour un mouvement qui n'a pas encore de candidat officiel et qui est très récent. C'est une belle réussite, donc il y a cet aspect-là, le militantisme. En deuxième acte, il y a l'aspect purement réseaux sociaux, donc qui est aujourd'hui une arme dont on ne doit plus se passer. Et je crois d'ailleurs votre chaîne en fait l'exemple parfait, c'est-à-dire que YouTube, Twitter, Instagram sont des moyens d'action et des leviers de pression extrêmement importants pour les combats politiques. Que l'on trouve ça dans le fond bien ou pas, c'est un fait et il faut jouer avec. Il faut s'en servir à bon escient. Et puis après, nous, la troisième activité, je dirais qu'elle est de justement structurer le mouvement. C'est-à-dire que nous, quand on se lance, on a fait un constat très simple, hein, mais que beaucoup de commentateurs font aujourd'hui, c'est qu'Éric Zemmour, il peut se présenter, s'il se présente, il aura besoin d'un mouvement. Il aura besoin d'un mouvement classique, mais il aura aussi besoin d'un mouvement jeune. Comme tous les autres candidats peuvent en avoir un, je pense aux jeunes avec Macron, les jeunes républicains. Et nous, on s'est dit, gagnons du temps, préparons le terrain pour sa potentielle candidature. Et donc c'est un travail qui est un travail logistique, un travail de maillage territorial, qui est en plus vraiment très important pour nous. Donc voilà, nous on est sur ces trois grands axes, et c'est ce qui nous prend beaucoup de temps. Et j'inclus évidemment la partie médias, la partie relations presse publique, dans la partie réseaux sociaux, donc qui est plus globalement la partie com. Mais qui est évidemment, tout va évidemment ensemble, parce que sans action militante, on n'a pas de contenu sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas de contenu sur les réseaux sociaux, on n'a pas accès aux médias. Et si on n'a pas accès aux médias, on ne peut pas recruter de gens pour aller sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble et que l'on essaye de maîtriser au mieux.
On recevait l'autre jour Benjamin Cauchy, que vous connaissez bien, ancien gilet jaune, mais qui est très proche maintenant des idées d'Éric Zemmour, ou peut-être l'a-t-il toujours été d'ailleurs. Et on faisait le constat que quand même les jeunes se mobilisent beaucoup pour des causes climatiques, écologiques, etc. On les voit assez peu pour des causes patriotiques, on pourrait dire. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez la jeunesse de France aujourd'hui autour de ces 2000 militants, évidemment, qui sont proches de vous? Alors déjà, je ne suis pas sûr que les jeunes se soient réellement désintéressés du combat ni culturel ni identitaire. Je pense que c'est des combats qui sont justement revenus dans l'actualité, notamment grâce à des personnalités comme Éric Zemmour, qui ont réussi à ramener cette thématique au centre du débat public français, du débat politique français, pardon. Donc je pense que c'est un sujet déjà qui est quand même prégnant chez cette jeunesse, qui justement, à mon avis, est en quête d'identité, qui a besoin de ça. On s'en est rendu compte à maintes et maintes reprises, je pense, que ce soit au niveau de drames comme ceux des attentats, que ce soit au niveau des attaques qu'on a tout le temps, qu'on a régulièrement, tous les jours quasiment, on a des attaques, je crois que c'est 120 couteaux, attaques au couteau par jour. Donc je pense pas que ce soit vraiment une thématique qui a été mise de côté. En revanche, qu'elle ait été mise de côté, qu'elle ne soit plus de côté, c'est une chose pour les jeunes, mais en tout cas, il y a un autre pan, c'est est-ce que les médias et les pouvoirs publics s'en préoccupent. Et ça, c'en est un autre. Et nous, notre but, justement, c'est d'en faire parler. Et puis après, je pense surtout que, comme le combat climatique, enfin le combat écologiste en règle générale, qui est un combat, je pense, sur lequel on doit s'intéresser, pas de la même façon que Greta Thunberg, évidemment, mais je pense que c'est aussi important de préserver cette chose-là, celle qui le bien, le beau, et qui fait partie, et qui est à mon avis liée à l'écologie. Donc ça, c'est aussi important de s'en préoccuper. Mais justement, si les jeunes s'intéressent à des questions comme ça, c'est qu'ils regardent vers l'avenir, ils regardent dans le futur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les jeunes de Génération Z, se préoccupent aussi des questions de préservation, soit du patrimoine, mais aussi de la nature, justement, mais aussi de la préservation de notre identité. Je pense que c'est des combats en fait, qui sont au fond assez liés, sauf qu'on a une idéologie woke qui se met en place et qui est faite par l'éducation nationale, par les médias, par toutes ces choses-là, qui ont imprégné beaucoup de jeunes et qui les ont induits en erreur. Mais voilà, je pense que c'est pas un combat qui est tant galvaudé que ça, et qu'on en a la preuve même, 2000 personnes pour soutenir un hypothétique candidat, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes sont fracturés comme les personnes plus âgées en plusieurs parties. Et je ne pense pas que la question de l'identité soit particulièrement délaissée. Mais est-ce que vous pensez que le combat écologique, comme le dit Éric Zemmour, est un combat de droite? Ah ben moi, je pense qu'en fait, à partir du moment où on veut préserver quelque chose et on veut l'entretenir, je pense que oui, c'est un combat qui peut être de droite. Mais en fait, moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, en règle générale, que ce soit l'identité, que ce soit la souveraineté, que ce soit l'écologie, évidemment qu'il y a des classifications politiques qui sont importantes. En revanche, il y a aussi des questions qui vont bien au-delà de ça. Et je pense que ce soit l'écologie ou l'identité, c'est des combats en fait, qui devraient réunir tout le monde. Vous me parliez de Plateau TV tout à l'heure. Moi, ce qui m'a amusé ces derniers jours, c'est que tout le monde a fait le parallèle entre la une du livre d'Éric Zemmour, donc La France n'a pas dit son dernier mot, et la une du livre de Trump, en disant forcément il y a un drapeau, il y a un homme devant qui défend des valeurs, donc forcément c'est les mêmes personnes. C'est lui qui a fait le parallèle, Cherokee. Il l'a fait après. Il l'a fait après. Mais moi, typiquement, il n'avait pas confirmé cette comparaison avant. Donc c'est vraiment on pose la question et les gens font directement le rapport. Mais c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, le fait de mettre un drapeau français sur une couverture de livre étiquette directement une personnalité. Enfin, on est bien tombé sur un truc. En fait, aujourd'hui, être patriote, c'est forcément être de droite. Alors qu'en fait, en réalité, il y a plein de gens de gauche qui sont souverainistes, qui sont patriotes et qui veulent défendre des choses. Mais je pense que la force d'avoir galvaudé l'importance du drapeau, etc., on est tombé sur des. Aujourd'hui, mettre le drapeau français dans la rue, les gens qui se battent, ou moi, les gens que je connais, qui ont un drapeau français chez eux, c'est des gens de droite. Et moi, je trouve ça malheureux. Alors que le drapeau français, tous les Français devraient en avoir un chez eux. Et vous pensez que les jeunes ont conscience de ça, que ça transcende le clivage gauche-droite? De fait, politiquement, dans la transformation politique qui est faite, ça ne transcende pas nécessairement. Après, je pense que oui, les jeunes sont conscients de l'importance du patriotisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ça va au-delà de la droite. Ouais. Beaucoup s'en rendent compte de l'importance du patriotisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dissolution de Génération Identitaire et comment vous voyez l'avenir des principaux acteurs de ce mouvement? Bah, écoutez, moi, concernant leur avenir, je n'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de lien avec eux. Vous n'avez pas de contact avec eux? Moi, j'en ai croisé quelques-uns, mais par le hasard de la vie. Mais j'ai pas forcément de contact directement avec les gens qui étaient dans l'organisation. J'en connais bien sûr quelques-uns, avec qui je m'entends d'ailleurs plutôt correctement. En revanche, après la dissolution, il y a plusieurs points, je pense. Il y a évidemment, et c'est le plus important de tous, je pense, la liberté d'expression. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est à mon avis le parallèle qui est souvent fait, mais c'est qu'on laisse certaines mosquées radicalisées ouvertes et qui font pignon sur rue pour certaines associations communautaires, et de l'autre côté, on dissout Génération Identitaire. Donc, je pense que c'est ça les deux vrais problèmes de cette affaire. Et vous pensez donc que c'est un scandale que cette association ait été dissoute? Ah, moi, je ne trouve pas ça normal, surtout dans l'état actuel des choses.
ils n'ont rien fait qui justifierait. Ou Moi, qui... moi, je vous dis, moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas tous les éléments juridiques du dossier. J'ai vu beaucoup d'articles qui en parlaient, soit de droite ou de gauche, etc. Mais vraiment, je mets de côté ça et je me dis juste qu'en fait, aujourd'hui, des gens, c'est des jeunes gens qui ont défendu, à mon avis, leur pays, l'identité, qui ont été courageux en plus. De surcroît, je pense que tout le monde peut au moins s'accorder là-dessus. C'est le courage de ces personnes-là. Et puis voilà, puis maintenant, je pense que la liberté d'expression ne devrait pas être attaquée de la sorte. Et oui, il n'y a qu'Éric Zemmour pour le dire plus ou moins dans le paysage Non, politique actuel. mais Éric Zemmour fait partie des gens qui ont le courage de le dire, ça c'est une réalité. Mais heureusement, et heureusement pour notre cause, ce n'est pas le seul. C'est vrai, c'est vrai. Venons-en à l'actualité de Zemmour. L'émission Face à l'info, entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs par jour, maintenant s'arrête. Pour quelles raisons, on ne le sait pas encore, véritablement. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour sa candidature, pour le mouvement, pour ses idées? Je vais faire un peu mon Astérix et Obélix en disant, en reprenant, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une bonne solution et une mauvaise solution, ou je ne sais plus exactement quelle est la phrase. Là, je fais un peu du Macron, quoi. Je fais un peu du en même temps. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a aussi, c'est-à-dire que c'est un bon signal pour la potentielle candidature d'Éric Zemmour. Maintenant, moi, l'autre point que je vois, encore une fois, c'est la censure du CSA. Donc, en fait, que pour nos intérêts futurs, pour Génération Z, etc., c'est une bonne chose qu'in fine, il quitte Face à l'info. C'est-à-dire que c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il est en train de se dire faut que j'y aille, etc. Par contre, maintenant, il faut aussi bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est le CSA qui, par des moyens de pression, a fait arrêter Éric Zemmour. D'ailleurs, on le voit dans le Canal+, enfin le groupe Canal a communiqué là-dessus, en expliquant que c'était dû à la décision du CSA de comptabiliser son temps de parole. Et voilà, et encore une fois, c'est quelque chose d'important, je pense, mais c'est pas au CSA de décréter qui est candidat. Donc il n'est plus du tout dans les médias, là. Il n'est plus sur Paris Première, il n'est plus au Figaro, il n'est plus sur CNews. Non, il n'est plus dans, enfin, de ce que je vois, il n'est plus dans les médias. Après, il a été invité, il sera, je pense, invité, parce qu'en plus, Éric Zemmour, d'ailleurs, c'est un peu toute l'hypocrisie, à mon avis, de cette époque. C'est qu'Éric Zemmour, en fait, va être invité, je pense, parce qu'il fait vendre, parce qu'il est intéressant, parce que les gens le regardent. Et je pense qu'il y a aussi un autre point qui m'amuse, c'est qu'on est en train d'essayer de nous faire croire que c'est Éric Zemmour qui met un pistolet sur la tempe des gens pour qu'ils le regardent. Mais Éric Zemmour, s'il fait quasiment 1 million tous les soirs, c'est qu'il y a des Français qui ont besoin de ça. Il y a des Français qui ont besoin de voir quelqu'un comme Éric Zemmour s'exprimer. Quand son livre est en rupture de stock est numéro 1 des ventes avant même sa sortie, c'est que les gens ont besoin de quelque chose. C'est qu'Éric Zemmour dit quelque chose de la société. Et il incarne quelque chose. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte ou font semblant de ne pas s'en rendre compte. Par contre, quand c'est pour l'inviter et faire du buzz et avoir une émission qui fonctionne enfin, là, il n'y a pas de souci. Donc finalement, il a été viré de chez Albin Michel. Il est en tête des ventes avec sa propre maison d'édition, publiée quasiment en compte d'auteur. Il va être viré de CNews, si on peut utiliser cette expression. Si ça se trouve, ça le rendra encore plus populaire. En gros, ses adversaires jouent pour lui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, je ne sais pas s'ils jouent pour lui. Je sais, en tout cas, à mon avis, ce n'est pas leur intention. Alors peut-être que de fait, ils le rendent plus sympathique, plus populaire. Et moi, je pense que Éric Zemmour a les épaules suffisamment larges et solides pour se passer de CNews et du Figaro et d'une maison d'édition. Enfin, après, pour CNews, on verra. On a pris la décision aujourd'hui. Enfin, concernant la maison d'édition, de fait, ça n'a pas entravé son succès. Donc après, voilà, est-ce qu'il roule pour lui, est-ce qu'il joue pour lui? Je pense vraiment pas que ce soit leur attention. Ou alors, on est sur un changement de paradigme total. Mais voilà, de fait, c'est Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui s'est toujours relevé de toute façon. Quand il est parti d'On n'est pas touché, quand il s'est fait renvoyer, quand il s'est fait envoyer d'ITélé, quand il s'est fait renvoyer d'RTL, c'est quelqu'un qui a su rebondir. Mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, et qui fait bien le boulot. Donc ça n'empêche pas de se relever après, entre guillemets, des chocs comme celui d'une éviction d'une chaîne ou d'un éditeur. Mais ma question sous-entendait la chose suivante. Tout le monde parle depuis des mois du duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Est-ce qu'on ne peut pas penser quand même qu'une candidature Zemmour nuirait à Marine Le Pen et donc favoriserait Macron, comme lui-même d'ailleurs le dit régulièrement Macron n'a qu'une envie, c'est de retrouver Marine Le Pen au deuxième tour. Ah bah justement. Et pour ça, tous les moyens sont bons. On peut peut-être même favoriser Éric Zemmour. Bah justement, moi, il y a vraiment, et en plus je le dis, personne ne me croira forcément dans les gens qui ne sont pas d'accord avec moi de base, mais je le dis pourtant le plus sincèrement possible. Les gens qui pensent que la candidature d'Éric Zemmour est un moyen pour Emmanuel Macron d'assurer sa réélection, à mon avis, disent n'importe quoi. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la seule personne face à qui Macron est sûr de gagner, c'est Marine Le Pen. Le fait est que, on le voit dans les sondages, Éric Zemmour va prendre des voix de Marine Le Pen. On ne sait pas combien il va en prendre s'il se présente, mais il va en prendre nécessairement.
Donc c'est ça qui va la faire baisser. S'il la fait baisser mécaniquement, c'est plus forcément Marine Le Pen qui se retrouve au second tour face à Macron. Dans l'état actuel des choses, le troisième, c'est quelqu'un des Républicains, Bertrand, Pécresse ou Barnier. Sauf que ces gens-là, face à Macron, ont beaucoup plus de chances de gagner que Marine Le Pen. Donc c'est-à-dire que si le calcul du pouvoir en place, c'est de faire monter Zemmour pour faire descendre Marine et gagner, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment un argument que je trouve un peu fallacieux, enfin qui est à mon avis faux. C'est vraiment l'argument de dire, en gros, c'est un maître du système, on le fait monter, mais pourquoi, pour quelle raison, pour qu'Éric Zemmour impose ses thèmes de campagne. Enfin, on l'a vu, il a fait un week-end à Aix-en-Provence, chez M. Smati. Le jour même et le lendemain, tous les candidats politiques ont dû se prononcer sur les thèmes d'Éric Zemmour. Donc si le but du gouvernement, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être au second tour, donc potentiellement de se retrouver face à un candidat LR, donc potentiellement de perdre, et qu'en plus leur but c'est de se retrouver avec quelqu'un qui est un débatteur hors pair, qui est quelqu'un qui arrive à imposer ses thèmes, qui suscite l'intérêt des médias, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, mine de rien, même quand les journalistes de gauche lui tapent dessus, ils parlent de lui. C'est qu'ils font avancer ses idées, parce que forcément les gens, quand ils lisent un article, même si c'est à charge, ils se posent la question. Moi j'ai confiance en un point très important, je pense, c'est que les Français sont loin d'être bêtes, et je pense que les Français, quand ils voient quelque chose, une critique, et qu'ils prennent le temps de la lire, comprennent aussi certaines choses. Donc si Éric Zemmour monte aussi haut en ce moment, s'il est aussi médiatisé, c'est juste qu'à mon avis ça intéresse les Français, qu'il y a vraiment une lame de fond qui est intéressée par ses idées. Mais en aucune manière je ne vois derrière la main de Macron. Et d'ailleurs, et je finis là-dessus sur ce sujet-là, Stéphane Séjourné, donc un des conseillers d'Emmanuel Macron, et Gabriel Attal, le porte-parole, ça fait 6 mois à peu près qu'ils sont en train de se battre pour que Éric Zemmour se taise sur CNews, avant même toute hypothèse de candidature. Donc bon, là, le complot macronien politicien pour faire monter Zemmour, je pense, ne tient absolument pas debout. Vous êtes un bon stratège électoral, en tout cas. Ah bah, j'arrive juste à montrer que vous y avez longuement réfléchi. Non, en plus, vraiment pas, parce que justement, je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont fait cette remarque-là, et je me suis dit, mais c'est totalement idiot. Enfin, moi, ça m'a paru vraiment, c'est vraiment, pour le coup, en plus, pas du tout, à mon avis, un truc stratégique. C'est juste, on regarde des chiffres, et quand on voit que 16, c'est au-dessus de 8 pour l'instant, bah, celui qui a 16, il a plus de chances d'arriver au second tour pour l'instant que celui qui a 8. Alors pour moi, c'est juste de la logique, pour le coup, qui est assez implacable. Alors si on quitte ces petits calculs électoralistes et cette politique aérie de bas étage, et qu'on vient sur le fond, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le discours de Zemmour, et où est-ce que vous pensez qu'il va vraiment accrocher le pays? Je pense que, en préambule, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a pu bénéficier sur CNews pendant 2 ans, quasiment, d'une émission quotidienne où il a pu développer énormément de sujets. Alors moi, il se trouve que ça fait quelques années maintenant que je suis Éric Zemmour, mais ça fait, je dirais, 2-3 ans que je suis réellement à la vie politique française et que je m'intéresse réellement, on va dire, à ce qui se passe au niveau du monde des idées ou des manœuvres politiques ou des idées politiques en tant que telles. Et bien, Éric Zemmour, déjà, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est quelqu'un, justement, pour un homme qui n'est pas encore politique, qui maîtrise énormément de sujets. Là, on le voit, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, on le voit, et le meilleur exemple qui est le plus frappant, c'est quand il débat ou quand il discute avec des ministres macronistes, donc des personnes qui sont spécialisées sur un sujet, et qu'Éric Zemmour leur tient au moins la dragée haute. Que ce soit avec le ministre des Transports, que ce soit avec la ministre de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, enfin, etc. Ou même Bruno Le Maire au Cercle d'hiver, il y a 2-3 ans maintenant. C'est quelqu'un qui, justement, à mon avis, a une grande qualité, c'est qu'il maîtrise beaucoup de sujets, ou qui s'intéresse du moins à beaucoup de sujets. Et ce qui déjà, pour moi, fait de lui un homme assez intéressant, même très intéressant. Ça, je pense, c'est le premier point. Deuxième point, là où il va accrocher, à mon avis, les Français, c'est quelqu'un qui ne se cache pas derrière son petit doigt, qui dit les choses et qui met les mots MOTS sur les mots MAUX de beaucoup de Français. C'est-à-dire que sur l'identité, sur les questions migratoires, sur les questions de l'islamisation de la société, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui en plus il a un procédé en plus rhétorique mais aussi explicatif assez efficace, c'est-à-dire qu'il part toujours de généralité pour après justement prendre des exemples très concrets, etc. C'est en plus quelqu'un qui, je pense, a une grande qualité, c'est qu'il ne regarde pas un fait d'actualité comme un simple commentateur, etc. C'est quelqu'un qui va essayer de prendre de la hauteur de vue et qui va essayer de placer cet incident, ce fait, dans une logique historique. Et ça, je pense que ça plaît à énormément de gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de faire du commentaire, en train de dire tiens, une attaque au couteau, c'est une attaque au couteau, et en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait planter. Il va essayer de prendre du recul là-dessus et de faire une analyse et une vue d'ensemble. Donc voilà, je pense que c'est ces choses-là qui m'ont plu chez Éric Zemmour, qui me plaisent, et je pense que c'est ce qui va également fonctionner pendant la campagne présidentielle. C'est quelque chose qui va intéresser les gens, qui va plaire, et puis surtout, voilà, encore une fois, je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui, et on le voit avec la potentielle primaire de droite, enfin avec les LR, etc. Tout le monde reprend son vocabulaire et ses thèmes.
mais tout le monde. C'est-à-dire que de Valérie Pécresse, il y a encore elle a quitté, je crois, les Républicains en 2017, si je ne m'abuse, ou dans ces eaux-là, où Bertrand, Pécresse, qui ont tous été contre Wauquiez en disant que c'est une ligne affreuse, beaucoup trop à droite. Aujourd'hui, on a Valérie Pécresse qui dit qu'il faut mettre les criminels étrangers dans des charters, qu'il faut utiliser les charters. Donc on se dit qu'il y a quand même un basculement. Et ça, je pense que ce basculement, il est notamment dû à des personnes comme Éric Zemmour. Vous parleriez de zémorisation des esprits ? Ou simplement de calcul politicien ? Ah bah je pense qu'il y a des deux. Bah en fait, il y a plusieurs choses. C'est que, évidemment que ces personnes-là qui emploient ce vocabulaire-là font des calculs politiques, comprennent bien qu'en fait, s'ils veulent exister, ils doivent faire ça. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a très bien compris. Exemple en date, Darmanin qui se la joue cow-boy, qui se la joue shérif. Bon bah Darmanin, il est plus à droite que beaucoup de républicains en ce moment, à mon avis, dans ses propos en tout cas. Marlène Schiappa de même. Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, c'est vraiment les mauvais flics du gouvernement qui font un travail de redroitisation du gouvernement qui est assez visible. Après, pour ces gens-là, je serais plutôt d'avis que c'est un calcul politique, c'est des stratégies, etc. Même si Darmanin en plus a un passé plus à droite que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais concernant la France et les Français en règle générale, je pense qu'en effet il y a une zémorisation, mais qui est due au travail d'Éric Zemmour, mais aussi au réel que vivent les Français depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, dire que la situation liée à l'immigration était catastrophique, à mon avis pour beaucoup, ça restait quelque chose d'assez lointain, etc. Aujourd'hui, en France, les gens se rendent compte que les choses ont changé, que les choses ont évolué. Et quand en fait, tous les jours, mais moi j'invite tous les gens qui vont regarder cette vidéo à faire quelque chose qui est certes déprimant, mais qui permet aussi de se rendre compte des choses. Tous les jours, vous tapez agression dans votre barre Google de l'actualité, et vous tapez agression ou faits divers, etc., etc., et vous mettez actualité. Tous les jours. Tous les jours, vous verrez une attaque au couteau dans votre ville, dans votre région, vous verrez une sombre affaire de viol, une agression, tous les jours. Tous les jours. Moi, je sais que je suis évidemment beaucoup l'actualité, etc. Tous les jours, on a des faits divers plus scandaleux les uns que les autres. Tous les 6 mois, en France, on a quasiment un attentat, ou quelque chose qui ressemble de très très près. On a en France, je crois que c'était il y a 2 ans, au moment de la période de Noël 2020, je ne sais plus, on a quand même quelqu'un qui est allé agresser des coureurs dans la rue, je ne sais plus exactement où c'était en banlieue parisienne, et il a interpellé des joggeurs en leur demandant de réciter une prière musulmane en France. Et ceux qui répondaient en arabe étaient épargnés et les autres étaient exécutés. Merci, exactement, c'est exactement ça. Donc des gens, on s'en souvient très bien. Des personnes qui en fait étaient d'origine musulmane, qui ont pu le faire, ont été épargnés, et des gens qui n'ont pas pu le faire ont été tués. Il y a encore très peu de temps, et il faut le rappeler, on a quelqu'un, un Rwandais, qui a brûlé la cathédrale de Nantes et qui s'est retrouvé à assassiner un prêtre. Il n'avait pas à être sur le territoire, il n'avait pas à y rester. Enfin, je pense qu'on est sur des choses, en fait, les Français se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'aujourd'hui, brûler une cathédrale, on n'est plus en prison. Et quand on est étranger, on n'est plus renvoyé chez soi. Et ça, je pense, c'est au-delà de la zémorisation des esprits, c'est tellement violent, le réel est tellement violent qu'on est obligé de s'en rendre compte et d'évoluer et de se dire qu'il faut changer les choses. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a énormément à Génération Z de militants, qui sont des primo-militants, qui sont des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui ne sont jamais intéressés à la politique, qui n'ont jamais eu d'étiquette politique, qui s'en foutaient royalement, mais qu'en fait ils ont eu leur sœur qui leur a dit en fait moi après 22h30 je ne prends plus le métro, après 22h30 je suis obligé de prendre un chauffeur Uber, et encore quand je prends un chauffeur Uber je vérifie qu'il est, quand les gens disent je ne vais plus à la gare tout seul, je vais accompagner parce que j'ai peur de me faire agresser, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est très très dangereux. Oui, c'est le fameux mot de Peggy, dire ce qu'on voit mais surtout voir ce qu'on voit. Exactement, et je pense que typiquement ce genre de formule devrait être rappelé plus régulièrement, et pour que les gens se rendent compte aussi de ce qui se passe. Voilà. Mais ouais, donc il y a une zémorisation grâce au travail incroyable d'Éric Zemmour, de clarification. Et puis il y a le réel qui vient là-dessus, prôner le tout. Et j'invite, consacrer son discours. Et consacrer son discours, mais totalement. Éric Zemmour, là où il est très fort aujourd'hui, c'est que quand il y a 15 ans, il disait exactement la même chose, et qu'on lui disait vous fantasmez Éric Zemmour, vous êtes en train d'imaginer des choses, vous avez des obsessions sécuritaires et identitaires, et qu'aujourd'hui, en fait, 70% des Français constatent et sont d'accord avec les thèmes d'Éric Zemmour, donc pas forcément avec Éric Zemmour, et pas pour sa personne, mais au moins sur les grands thèmes, c'est quelque chose qui s'est passé. Parce que Éric Zemmour est incroyablement fort et très très puissant au niveau des idées, il a un grand succès, etc. Mais il y a aussi quelque chose derrière, il y a une lame de fond qui est problématique et dont les Français se rendent compte. Et je pense que la candidature d'Éric Zemmour, s'il se présente à l'élection présidentielle, il aura l'occasion de parler à tous les Français, en faisant tous les plateaux, en se déplaçant. Et je pense que beaucoup vont être séduits par ses propos. Bon, on a fait le tour on a fait un panégyrique là, de la candidature de Zemmour et on en attendait évidemment pas moins de vous. Si on
termine cet entretien par les points faibles du potentiel candidat Zemmour. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Par exemple, au hasard, l'histoire des prénoms. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui porter préjudice? Je pense qu'il y a deux choses sur les prénoms. Il y a le débat de fond, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui la France et la République veulent encore fabriquer des Français? Est-ce qu'on veut encore que les gens qui arrivent en France se disent je vais m'assimiler à une nation, à un peuple? Donc ça c'est le débat de fond. Et après il y a la forme. Donc que des gens puissent être choqués par Éric Zemmour, qui en a dit à un tel ou à tel, tu ne devrais pas t'appeler comme ça, etc. Je comprends que les gens puissent être choqués, mais aujourd'hui je pense que s'il y a bien un écueil dans lequel on doit éviter de tomber, et c'est vraiment un écueil très important, c'est de ne pas tomber dans une campagne présidentielle qui soit basée essentiellement sur l'émotion. C'est-à-dire que je pense que si on veut faire une belle campagne présidentielle, mais d'ailleurs pour tout le monde, hein, de gauche à droite, de l'extrême gauche au centre, en passant par tous les mouvements courants d'idées politiques possibles, si on a une chose à faire pour les Français, c'est d'éviter le débat juste lié à l'émotion et aux grandes peurs, et parler du réel, parler des choses qui existent. Et donc je pense qu'Éric Zemmour, le débat qu'il pose sur les prénoms, c'est un débat civilisationnel, et c'est aussi un débat qui prend en compte un sujet dont il parle énormément, c'est l'assimilation. Et Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs est un assimilé lui-même. Lui, c'est le premier à s'être assimilé. Il en parle d'ailleurs de son histoire. Donc, je pense que voilà, si on parle de ce sujet-là rationnellement, ce n'est pas un point faible, parce qu'au contraire, je pense que beaucoup de gens peuvent être aussi intéressés par ce point de vue-là. Et je pense d'ailleurs, et moi je le pense en tout cas, et Éric Zemmour l'a déjà dit ou doit le penser également, je pense, on n'attaque pas la personne, on n'attaque pas l'enfant qui ne s'appelle pas par un prénom français ou un prénom calendrier. On attaque surtout en fait les pouvoirs en place, et publics et politiques, qui depuis des années ont laissé ces choses-là se faire. C'est ça le souci en fait. Il y avait une loi de 1805 qui a été arrêtée d'être appliquée en 93. Le problème, c'est pas les gens. Je pense qu'elle a été arrêtée bien avant. Bien sûr, mais dans les faits, elle a disparu, exactement. Ouais. Mais c'est pas aux gens qu'on s'attaque. Mais pareil, c'est toujours la même chose, on s'attaque pas aux individus. On s'attaque au pouvoir en place, aux gens qui ont fait en sorte que ça se casse la gueule. On s'attaque aux gens qui n'en avaient plus rien à faire, que les personnes d'origine étrangère ne puissent s'assimiler. De la même façon, ils ne s'attaquent pas forcément aux musulmans, mais à l'islam, ce qui est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est le distinguo, je crois, qui était très bon et qu'il a fait lors de son émission sur On n'est pas couché, en prenant en comparaison le communisme et les communistes. Et je pense que c'est quelque chose... voilà, encore une fois, quand vous voyez, Éric Zemmour, il a fait son émission sur On n'est pas couché, on est en direct, pardon, lapsus non révélateur, mais un petit peu quand même. On l'a vu en fait, dès qu'il pouvait aligner plus d'une minute 30 de parole, ah ben c'était clair. Et d'ailleurs, à aucun moment, je mets quiconque le défi de me retrouver un extrait où Kouki ou Salamé rebondit sur le fond. À aucun moment. Stanislas Rigaud, les médias reçoivent beaucoup Éric Zemmour en permanence, ils le reçoivent, ils vont le recevoir certainement de plus en plus, mais ils ne parlent jamais du fond. C'est ce que vous êtes en train de sous-entendre finalement. Il lance des polémiques, des insultes, des attaques, et finalement il n'écoute pas les réponses, il l'empêche de parler, et quand il parle, il le coupe ou il passe à autre chose. Tout le monde non, mais beaucoup. C'est vrai que beaucoup en fait préfèrent... alors, je ne sais pas s'ils le font pour avoir du buzz et des belles séquences qui vont fonctionner sur Internet ou s'ils le font pour des raisons purement idéologiques. Pour certains, c'est évident, c'est pour des raisons idéologiques. Oui, je pense que c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, mais d'ailleurs, encore une fois, je le dis très sincèrement parce que moi, mon but en soutenant Éric Zemmour, c'est de soutenir des idées, c'est de soutenir une personne moi, que j'admire et que je respecte énormément, mais c'est aussi de me dire que la politique française a un vrai souci de fond. Si on a eu autant d'abstention régionale, si personne n'est allé voter, c'est parce que la politique a déçu les gens. Mais au-delà de la politique et des résultats que les hommes politiques auraient dû avoir ou auraient pu avoir, il y a aussi la façon dont les élections se passent, la façon dont les débats publics sont posés. On est sur des débats, des campagnes électorales qui sont désastreuses, qui sont vidées de tout fond intellectuel, de toute proposition de fond, où en fait on est sur de l'invective, des caricatures et des clichés. Et en fait, à partir du moment où on n'a que ça, nécessairement, des personnes comme Éric Zemmour vont être attaquées, caricaturées, etc. Moi, je le dis encore une fois, pour la présidentielle à venir, faisons des débats apaisés, allons dans le fond des sujets, sans langue de bois et sans pirouette à tout va, que les candidats disent ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils proposent pour le pays. Et là, on aura, je pense, des résultats bien différents et les Français, surtout, seront beaucoup plus intéressés par ce qui se passe. Et je le vois, et d'ailleurs, parenthèse, pardon, et j'en ai fini, mais que ce soit votre chaîne YouTube, qui a déjà énormément de vues,
que ce soit des médias comme Livre Noir ou même Thinkerview dans son genre, ces médias-là qui proposent des interviews longs, des interviews où l'intervieweur, le journaliste, ne passe pas son temps à couper, etc. Ces émissions-là ont énormément de succès, énormément. Et on le voit sur YouTube, les gens se dépensent sur YouTube. Pendant un temps, on disait que Internet, c'était l'endroit où on avait des formats très courts. Mais preuve en est. Preuve en est. Aujourd'hui, les gens, pour parler, pour s'exprimer, ils vont sur YouTube. Mélenchon, il va sur YouTube pour avoir sa chaîne où il peut parler librement. Ça marche. Philippot, il a sa chaîne YouTube pour parler tranquillement. Ça marche. Éric Zemmour va devoir lancer la sienne. Il la lance aujourd'hui ou je sais pas quand, mais j'ai vu qu'elle commence à sortir. Et aujourd'hui, voilà, les gens sont à la recherche de paroles, de fond, et pas seulement de buzz. Pas seulement de buzz. Et c'est dramatique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pareil, et puis là, j'en termine vraiment, qu'on arrive à me citer plus de 3-4 émissions télévisées où il y a du vrai débat. Et que c'est pas juste des invectives ou pas juste du buzz. Il y avait Face à l'info. Étonnamment, je pense qu'une émission comme celle de Cyril Hanouna, c'est une émission où il y a du débat. Où il y a des vrais contradicteurs. Alors, il y a beaucoup de buzz et c'est vrai que c'est très haché, mais au moins il y a du débat. Mais sur le service public, moi, j'en vois pas de tête. Et puis les autres, sinon, c'est des formats très courts, de 5 minutes, où les gens arrivent, lancent leur punchline et s'en vont. Donc voilà, je pense que c'est un des drames, et j'espère que pour la présidentielle à venir, on aura l'occasion d'avoir des vrais débats de fond. J'espère qu'Éric Zemmour y participera, et qu'Éric Zemmour pourra parler argument contre argument, et programme contre programme surtout, parce que je pense que c'est le plus important. C'est bien de regarder ce qui s'est passé, c'est bien de regarder, d'analyser, etc. Mais si Éric Zemmour souhaite se présenter ou rentre dans le jeu de la présidentielle, c'est pour amener des solutions. Et j'espère donc que ce sera idée contre idée et projet contre projet. On parle beaucoup à son sujet des questions d'islam, de sécurité, d'immigration, bien sûr, puisque ça fait 20 ans qu'il met le nez des Français dans la réalité qui est la leur. Mais l'autre jour, on a fait un micro-trottoir pour cette chaîne, et un de nos interviewés qui nous a vraiment marqué nous a répondu, on ne voyait pas sa tête, et il nous a parlé de transcendance. Il nous a dit Zemmour, c'est celui qui redonne de la transcendance dans le débat politique, dont on manque cruellement, et voire qui a totalement disparu depuis qu'on est né, et sans doute bien avant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça sera ma dernière question, mais j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Je pense que la transcendance, vous voyez, c'est un mot qui a un peu disparu de notre vocabulaire. Emmanuel Macron, étonnamment, a essayé d'en faire à un moment, je pense, profondément. Son arrivée, par exemple, après son élection, avec le Louvre derrière, etc., l'hymne européen, enfin, c'est pas la même transcendance, c'est pas une transcendance moi qui me touche, etc., mais je pense qu'il y avait quelque chose de transcendant. Il a essayé de le faire, en tout cas, au début de son mandat. Au début de son mandat, il a essayé de redonner à la fonction présidentielle un certain panache, une certaine allure. Mais comme tout avec le macronisme, bon, bah forcément, le en même temps a pris le pas et ça s'est cassé la gueule assez rapidement. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez absent dans la vie politique et dans la vie des Français en règle générale. Et d'ailleurs, les seuls moments de transcendance qu'on a aujourd'hui quand on est français, c'est des moments qui sont beaux et sympas et qui réunissent les gens, mais c'est des matchs de foot. C'est la finale France-Croatie. Mais moi, je suis le premier à être ravi quand l'équipe de France gagne. Moi, j'étais le premier à exulter quand la France a gagné, quand on gagne comme ça. J'étais le premier à avoir peur quand Lloris se fait sa boulette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, c'est un des seuls moments aujourd'hui en France où on a vraiment des moments de rassemblement, des moments où en fait, on partage quelque chose de commun. Et je pense que ce commun a un peu disparu, notamment justement par la fragmentation de la société. Quand Gérard Collomb dit et François Hollande sortent leurs phrases sur la partition, on vit côte à côte, bientôt on vivra face à face, etc. Toutes les phrases que tout le monde connaît, mais dont personne n'a pris compte, à part certaines personnes, dont Éric Zemmour à mon avis, enfin, même s'il avait pris compte avant de ce genre de choses. Eh bien, je pense que ce commun, c'est lié à la transcendance et c'est ce qui manque pour beaucoup dans la vie des Français. Et je pense qu'on a désagrégé beaucoup de choses, et notamment des cellules familiales, etc., etc. Et je pense que sans cette transcendance, en effet, les gens ne sont pas satisfaits. Je pense qu'il y a moins l'esprit français, il y a moins quand on demande à des gens, je pense que ce serait intéressant de faire un micro-trottoir, vous voyez, sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de français pour vous? Je pense que c'est un sujet. Pour demander à des gens dans la rue aujourd'hui, partout en France, qu'est-ce qu'il y a de français? Qu'est-ce qui vous rassemble? Ou alors prendre des groupes de gens, personnes âgées, jeunes, qu'est-ce qui vous rassemble, vous, entre vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous dites, en fait, on est du même pays? Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et je pense que cette transcendance française, elle existe encore parce que je pense que la France est un grand pays, profondément. Que même si on est à mon avis, dans une mauvaise période, dans une mauvaise phase, la France se relèvera. Ça, je me fais aucun doute là-dessus. Je pense que la France est un grand pays, qu'il a prouvé maintes et maintes fois dans le passé. Mais voilà, je pense que c'est une question qui pourrait se poser aujourd'hui. Aux gens dans la rue, leur demander qu'est-ce qui fait que tous les deux vous êtes français, qu'est-ce qui fait vos points communs? Et je pense que la question mérite d'être posée.
Et aujourd'hui, je pense qu'Éric Zemmour justement arrive à diagnostiquer ce qu'est un Français, et il a un modèle de société à proposer. Et d'ailleurs, encore une fois, j'en finirai aussi là-dessus, je ne suis pas sûr que ce soit un retour en arrière, mais bien au contraire, une vraie marche pour le coup, pas comme celle d'Emmanuel Macron, vers l'avant et vers un avenir, je le souhaite, meilleur. Je retiens votre idée pour un prochain micro-trottoir. J'espère que je serai crédité et, non, mais avec grand et que intérêt. la monétisation YouTube m'aidera. Et je reprendrai la formule de Zemmour que j'ai entendue plusieurs fois dans sa bouche. Il faut repasser du vivre ensemble, entre guillemets, cette formule totalement creuse, assénée à toutes les sauces, à vivre le verbe ensemble, qui est la formule originelle, je crois, de mémoire de Paul Valéry. Et c'est ce que vous dites en fait, redonner de la transcendance, redonner du sens. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être français ? Merci beaucoup Stanislas Rigaud d'avoir accepté de nous rencontrer et je suis sûr que nos téléspectateurs vont adorer cette découverte. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous et bon visionnage.